Ungweya mon cœur. Ungweya wishunga yua. Angomwa kwata shumbo kera. Galumbo keru ambatumgurura. Yalamin. Alors, je serais venu pour écouter M. Louis Bertrand sur son travail qui porte sur le forme missionnaire de Gallois et leurs applications. D'abord, bonsoir. Et puis, je vous donne 20 minutes pour faire des communiques de votre travail. Voilà. Merci, Monsieur le Président du jury. Honorables membres du jury, chers invités, bienvenue à cette soutenance de master de mathématiques dont le thème est forme hermitienne dans les anneaux de Galois et de leur application. Ce sujet m'a été proposé par mon encadreur, le professeur Julius Tomista, maître de conférence ici même à l'université de Yaoundé. Alors ce travail s'articule autour de trois grandes parties. La première partie, on va brièvement parler de l'introduction et un peu de motivation, c'est-à-dire ce qui nous a poussé justement à faire l'étude de ce travail. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons parler entre autres de la définition même des anneaux de Galois, la définition des formes hermitiennes et parler des applications. Et ensuite, nous allons terminer par une brève conclusion. Ok, donc c'est ça le contenu. Sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ceux qui se rappellent, bon, je ne sais pas si de tout le monde qui a eu la chance de faire, d'étudier les corps des nombres complexes. Lorsque vous entrez dans ces corps, ce crochet que vous voyez là peut définir une forme hermitienne, mais plutôt dans le corps des nombres complexes. Vous avez le crochet AB qui est égal à A, B bar. Ici, B bar c'est le conjugué de B. Et cette application est la conjugaison justement dans l'anneau des nombres complexes, justement qui est un corps. Ensuite, il est question de définir justement ce qu'on entend par involution. Une involution dans un anneau, c'est tout simplement un automorphisme dont les quatre propriétés seront vérifiées, c'est-à-dire l'additivité, la multiplicativité, et ça concerne l'élément neutre, et elle est involutive, c'est-à-dire sigma au carré égale à identité. Et nous nous posons la question de savoir si on considère la conjugaison dans l'ensemble des nombres complexes qu'on a utilisés précédemment. Est-ce que cette conjugaison sera une involution dans notre anneau de Galois? On s'est rendu compte que non. Quoi qu'elle soit bijective, additive, involutive, et même que ça conserve l'unité, mais ça n'est pas une involution parce que cette application n'est pas multiplicative dans l'anneau de Galois GR42. Donc c'est pour ça que ici c'est la preuve de la non-multiplicativité de la conjugaison dans l'anneau considéré GR42. Alors on s'est posé la question de savoir quelle peut être cette involution non triviale dans l'anneau de Galois. Et on s'est aperçu que si on étudie l'application de Frobenius, on peut arriver à répondre à cette question. L'application de Frobenius est définie comme ce que vous voyez là. Elle peut avoir deux formes, c'est-à-dire la première forme définie additivement et la seconde forme définie multiplicativement. Et pourquoi on a étudié cette application de Frobenius? Justement parce que l'application de Frobenius pour l'anneau de Galois est le générateur du groupe des automorphismes pour cet anneau de Galois. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que lorsqu'on prend une involution, cette involution sera donc justement un automorphisme. Et comme l'application de Frobenius est le générateur, l'involution sera une puissance de l'application de Frobenius. Et avec la quatrième propriété de l'involutivité de l'involution, M, un des paramètres de l'anneau de Galois, sera un nombre pair. Donc, avec ces remarques, on a pu avancer dans le travail. Maintenant, ici, on va parler de traces.
On parle de classe parce que toute forme dans la langue de Galois va s'écrire à travers cette application classe. Donc ici, vous avez, cette forme va prendre la forme ER bêta alpha, avec bêta et un élément de la langue de Galois. Bien, nous parlons maintenant de polynôme tordu dans un anneau. Bon, c'est tout simplement un polynôme, hein, mais comme ce n'est pas dans un corps, c'est-à-dire à la présence des diviseur de 0. Un polynôme tordu sera tout simplement un polynôme comme tout autre. Mais la seule différence, c'est au niveau de la multiplication. Pour avoir xa, on aura plutôt sigma a fois x, où sigma c'est l'involution considérée. Et pour étendre à d'autres éléments, on va utiliser l'associativité et la distributivité. Bien, nous passons maintenant à la définition même des formes hermitiennes dans la note de Galois. Une forme hermitienne, c'est quoi? C'est une forme sesquilinéaire qui a en plus cette propriété. Sesquilinéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport à la première variable, semi-linéaire par rapport à la seconde variable, et qui en plus a cette autre propriété. Comme première propriété, une forme hermitienne dans un anneau de Galois est une forme bilinéaire et symétrique. Comme exemple, vous avez F et G, qui sont des formes bilinéaires symétriques, dont forme hermitienne dans cet anneau considéré, c'est-à-dire G, R et Kn. Ensuite, on imite ce qui s'est passé dans les corps. On prend cette application ici et on se rend compte que c'est encore une forme hermitienne dans un anneau de Galois. Et ça aussi, c'est encore un... En termes d'application, cette étude nous amène à l'appliquer au niveau des codes dans un anneau de Galois. On parle de code tordu. Pourquoi? Parce qu'il y a justement la présence de l'involution qui rend la tâche un peu plus complexe, mais on arrive quand même à définir ce qu'on entend par code sigma principal, ou alors code sigma cyclique, code sigma constat cyclique. Et on va prendre un exemple dans l'anneau de Galois GR4-2, c'est-à-dire via le paramètre 4 et 2. Bien, nous allons utiliser la forme hermitienne définie comme ceci. Et la construction, c'est ce que vous voyez là. On a juste besoin d'un polynôme G et ensuite d'un polynôme H. Et on arrive à construire le code dual hermitien sigma constat cyclique que vous voyez ici, avec G, H comme polynôme générateur de ce code. De façon plus concrète, on prend ce polynôme qui peut encore s'écrire comme ceci parce que nous sommes dans un cas, c'est-à-dire nous sommes dans un anneau de caractéristique de cadre. Et nous allons prendre G et H comme ceci. Et nous allons avoir le code dual hermitien dont une matrice génératrice est donnée par cette matrice que vous voyez juste en bas. Bon, on pourra entrer dans les détails plus tard pour voir comment on fait pour justement obtenir les éléments que vous voyez dans la matrice. Et ensuite, nous arrivons au niveau du calcul du syndrome, parce que je vous ai dit plus haut que le syndrome d'un mot, c'est la multiplication de ce mot par la transposée de l'image par l'involution de la matrice du code dual, ici. Et si finalement la réponse nous donne 0, ça veut dire que effectivement le mot est un mot du code. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour envoyer des informations. Et si c'est différent de 0, ça ne l'est pas. Alors, une autre application, c'est au niveau du groupe unitaire. Comme une petite remarque, c'est que lorsqu'on prend une forme non dégénérée, le stabilisateur de cette forme sera appelé groupe unitaire si la forme considérée est une forme hermitienne. Et l'exemple est pris dans l'anneau de Galois GR9, c'est-à-dire ici on va considérer P égale à 3 et K2 avec M égale à 2 aussi. Et on arrive à avoir cette conclusion avec le stabilisateur qui sera égal à G, c'est-à-dire le groupe entier, le groupe unitaire qui sera aussi égal à G, et finalement l'orbite sera égal au singleton F. Ça c'est par rapport à la forme hermitienne considérée que vous voyez ici. Alors après cette application, nous avons proposé de résumer le travail que nous avons fait. Comme l'application
l'application de Frobenius est le générateur du groupe des automorphismes dans l'anneau de Galois. Alors, toute involution est une puissance de l'application de Frobenius. Et comme ça, pour définir une forme hermitienne, il sera question de prendre le second paramètre m à être un nombre r. Ça, c'est dû à la propriété involutive de l'évolution qu'on considère dans les anneaux de Galois. Et ensuite, comme autre chose à retenir comme résultat, une forme bilinéenne symétrique dans un anneau de Galois est justement une forme hermitienne. Et la réciproque aussi est vraie. Et finalement, nous allons considérer que les formes hermitiennes permettent de construire des pôles duo et même autoduo hermitiennes dans les anneaux de Galois. Après ce travail, on a pensé à projeter sur l'étude des polynômes tordus orthogonaux dans les anneaux de Galois, ou alors parler de la notion de groupe de Grothendieck et groupe de 8 dans les anneaux de Galois. Donc voilà, nous arrivons là au thème de cette présentation. Merci pour votre aimable attention. Les questions, remarques et suggestions sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la phase des questions. Je vais commencer par le professeur Zéla. Alors, nous avons des questions. Merci, Monsieur le Président. Le travail porte sur les formes hermitiennes, sur les anneaux de Galois et leurs applications. Alors, il y a quelques temps, j'avais demandé au candidat d'IMBD, compte tenu de ce qu'il y a avant, c'est-à-dire parce que nous avons largement travaillé sur les formes hermitiennes, sur le corps chimique, il était question de faire ce travail sur les anneaux de Galois. Parce que ce travail dans le but de pouvoir construire, plus tard, comme il a dit lui-même, des cours de taux sur les anneaux de Galois. Alors, je lui ai demandé d'essayer de rentrer dans la littérature, tu me trouves tout ce que tu trouves dedans, qui pourrait nous aider à mieux cerner les formes hermitiennes sur les anneaux de Galois et leurs applications. Ce travail, il a fait, c'est vrai, Monsieur le Président, comme vous avez vu, il y a quelques copies dans le travail, je ne vais pas les références oubliées, parce qu'il y a des propositions que il a oublié les références. Sinon, pour le gros, M. Liembene a fait vraiment largement ce que je lui ai demandé. Je dis bien largement parce qu'il avait au-delà de ce que je lui ai demandé. Il faut que lui, il n'avait pas demandé. Monsieur, je vous remets la parole, monsieur. Merci beaucoup, M. Guillaume. Merci, Monsieur le Président. J'ai vu avec grande attention vos amis. Je vais poser certainement quelques petites questions. Par exemple, je prends Z sur 6Z. Est-ce que c'est un anneau de Galois? Z sur 6Z ne sera pas un anneau de Galois parce que Z sur 6Z n'est pas un anneau local. Donnez-moi un exemple d'anneau local. Un anneau local. Z de 4. Oui. Bon, maintenant, quand vous prenez Z sur 4Z, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça, non? C'est un anneau de Galois. C'est vous qui parlez de la théorie tordue, mais j'ai trouvé des choses bien tordues ici dans votre mémoire. Le lien entre anneau de Galois. Voilà. Le corps de Galois. Un anneau de Galois, comme on a pris, ça s'explique avec ces paramètres. Et là, on a la présence des diviseurs de 0. Et maintenant, lorsqu'on considère un corps, on peut avoir aussi certaines ressemblances, c'est-à-dire les évolutions qu'on va considérer. Donnez-moi l'idéal maximal, comme vous dites que c'est un anneau local. Quel est son idéal maximal? Un idéal maximal va avoir cette forme. Avec le même P qui est là. Est-ce qu'avec cet anneau de Galois, son idéal maximal, on peut construire un corps de Galois? Unaombatum tandam na shit, ushembat na nkunju. Upatam tandam na nkunju, mbuyembat na pwa na shit.
On a tout mon boulier, j'ai permis de jouer un